Partons d'un fait économique actuel. L'ouvrier devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesses, que sa production croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise au prix d'autant plus bas qu'il crée plus de marchandises. La dévalorisation du monde humain va de pair avec la mise en valeur du monde matériel. Le travail ne produit pas seulement des marchandises, il se produit lui-même ainsi que l'ouvrier comme une marchandise. Ce fait n'exprime rien d'autre que ceci: l'objet que le travail produit, son produit, se dresse devant lui comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le produit du travail est le travail qui s'est fixé, matérialisé dans un objet, il est l'objectivation du travail. L'appropriation de l'objet se révèle à tel point être une aliénation que, plus l'ouvrier produit d'objets, moins il peut posséder et plus il tombe sous la domination de son propre produit, le capital. Toutes ces conséquences découlent du fait que, par définition, l'ouvrier se trouve devant le produit de son propre travail, dans le même rapport qu'à l'égard d'un objet étranger. S'il en est ainsi, il est évident que, plus l'ouvrier se dépense au travail, plus le monde étranger, objectif qu'il crée en face de lui, devient puissant, plus il s'appauvrit lui-même, et plus son monde intérieur devient pauvre. L'ouvrier place sa vie dans l'objet, mais alors, celle-ci ne lui appartient plus, elle appartient à l'objet. L'aliénation de l'ouvrier dans son produit signifie non seulement que son travail devient un objet, une réalité extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et devient une puissance autonome face à lui, que la vie qu'il a prêtée à l'objet s'oppose à lui, hostile et étrangère. L'ouvrier devient donc un esclave de son objet, il lui doit la possibilité d'exister, premièrement en tant qu'ouvrier, et deuxièmement en tant que sujet physique. Plus l'ouvrier produit, moins il a à consommer. Plus il crée de valeur, plus il se déprécie et perd en dignité. Plus son produit a de forme, plus l'ouvrier est difforme. Plus son objet est civilisé, plus l'ouvrier est barbare. Plus le travail est puissant, plus l'ouvrier est impuissant. Certes, le travail produit des merveilles pour les riches, mais il produit le dénuement pour l'ouvrier. Il produit des palais, mais des taudis pour l'ouvrier. Il produit la beauté, mais l'infirmité pour l'ouvrier. Il produit l'esprit, mais pour l'ouvrier, il produit l'abêtissement, le crétinisme. Nous n'avons considéré jusqu'ici l'aliénation, le dépouillement de l'ouvrier, que sous un seul aspect, celui de son rapport au produit de son travail. Or, l'aliénation n'apparaît pas seulement dans le résultat, mais aussi dans l'acte même de la production, à l'intérieur de l'activité productive elle-même. Comment le produit ne serait-il pas étranger à l'ouvrier si celui-ci, dans l'acte même de la production, ne devenait pas étranger à lui-même? Le produit n'est que le résumé de l'activité, de la production. Si le produit du travail est le dépouillement, la production elle-même doit être le dépouillement en acte. L'aliénation de l'objet du travail n'est que le résumé de l'aliénation, du dépouillement, dans l'activité du travail elle-même. En quoi consiste l'aliénation du travail? D'abord dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier. Dans son travail, l'ouvrier ne s'affirme pas, mais se nie, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux. Il n'y déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l'ouvrier ne se sent lui-même qu'en dehors du travail, et dans le travail il se sent extérieur à lui-même. Il est à l'aise quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il ne se sent pas à l'aise. Son travail n'est donc pas volontaire, mais contraint, c'est du travail forcé. Il n'est donc pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur à l'homme, dans lequel il se dépouille, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l'ouvrier du travail apparaît dans le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre. Qu'il ne lui appartient pas, que dans le travail, l'ouvrier ne s'appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. On en vient donc à ce résultat que l'homme, l'ouvrier, se sent agir librement seulement dans ses fonctions animales, manger, boire, procréer, ou encore tout au plus, dans le choix de sa maison, de son habillement. En revanche, il se sent animal dans ses fonctions proprement humaines. Ce qui est animal devient humain, et ce qui est humain devient animal. Manger, boire, procréer sont certes aussi des fonctions authentiquement humaines, mais séparées abstraitement du reste du champ des activités humaines, et devenues ainsi
la fin dernière et unique. Nous avons considéré l'acte d'aliénation de l'activité humaine pratique, le travail, sous deux aspects. Premièrement, le rapport de l'ouvrier au produit du travail en tant qu'objet étranger qui le tient sous sa domination. Ce rapport est en même temps le rapport au monde extérieur sensible, aux objets de la nature, monde qui lui est à la fois étranger et hostile. Deuxièmement, le rapport entre le travail et l'acte de production à l'intérieur du travail. Ce rapport est le rapport de l'ouvrier à sa propre activité en tant qu'activité étrangère qui ne lui appartient pas. C'est l'activité qui est passivité, la force qui est impuissance, la procréation qui est castration. C'est l'énergie physique et intellectuelle de l'ouvrier, sa vie personnelle, qui est transformée en activité dirigée contre lui-même, indépendante de lui, ne lui appartenant pas. C'est l'aliénation de soi comme plus haut, l'aliénation de la chose.